Bien, eh bien, je vous propose de commencer. Bonjour, bonjour mes amis. Euh, pour une fois, nous allons un peu longer la contradiction. Le thème que nous traitons donc aujourd'hui, c'est la transformation numérique, la transformation digitale, hein, la même chose, qui fait l'objet de beaucoup d'attention de la part, donc, disons, de la communauté, des consultants et tout le monde. Apparemment, c'est la révolution du siècle, c'est ce qui devrait nous projeter vers le 25e siècle. Bon. Je ne suis pas du tout de cet avis. Pour moi, c'est une illusion absolue. Et je vais essayer de vous le démontrer. Je crois que c'est un montage. Alors, je force un peu le trait, évidemment. Je me fais l'avocat du diable. Mais je trouve qu'on exagère. On exagère quand on nous parle de transformation numérique, comme si subitement on découvrait des choses tellement fantastiques que les entreprises allaient être révolutionnées, qu'il voilà, y aura un avant et un après. Je ne suis pas du tout de cet avis-là, et donc je vais essayer disons, d'argumenter donc en ce sens. Bien, alors si vous le voulez bien, on va attaquer. Alors, donc, la grande illusion, alors vous reconnaîtrez évidemment donc, sur la partie droite ce magnifique film de Jean Renoir avec Jean Gabin et Eric von Stroheim et puis Pierre Freinet. Donc j'ai pris un peu comme fil rouge, hein, si vous voulez, pour ma démonstration. Alors, de quoi allons-nous parler? Alors, on va parler donc, je vous dis, hein, de la grande illusion. Alors, je vais essayer un petit peu de rappeler dans quel monde numérique nous vivons aujourd'hui. C'est vrai que ce n'est plus tout à fait comme avant. Hein. Alors, un certain nombre d'aspects qui sont plus ou moins agaçants par moment. Il y en a un, par exemple, c'est la langue digitale. Je parle le numérique. On ne comprend pas grand-chose, mais c'est une espèce de nouvelle langue très appréciée, on va dire, par les technologues, les geeks, comme on dit. Mais c'est une langue. Voilà, je parle le digital. Alors, je vais essayer de préciser pourquoi, globalement d'abord, pourquoi cette transformation numérique, de mon point de vue, c'est une illusion voulue par les consultants et les fournisseurs qui ont créé un marché. Encore une fois, je vous dis, je me fais l'avocat du diable, hein, évidemment. Donc, et ensuite, on va aller voir plutôt dans les détails. D'abord, je pense que c'est un ramassis de fausses innovations et de promesses irréalistes. Comme si les innovations, quand on parle de mobile, je veux dire, c'est quelque chose que l'on maîtrise quand même depuis un certain nombre d'années. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui c'est devenu subitement extraordinaire. On va regarder un petit peu comment se situent les entreprises par rapport donc à cette transformation numérique. Et donc, on va parler de ce qu'on appellera les débutants jusqu'aux maîtres du numérique, avec entre les deux des entreprises qui vont se positionner entre les débutants, par exemple. Donc, c'est assez étonnant d'ailleurs. Bon, on parlera de ça en détail. On va parler des échecs aussi. Quelles sont les raisons pour lesquelles 70% des entreprises qui se lancent dans la transformation numérique n'y arrivent pas? Alors, elles ne s'en vendent pas toujours, parce que souvent ça correspond d'ailleurs à une motivation qui vient de la direction générale, mais c'est quand même 70%. Donc, il y a quand même quelque chose qui coince quelque part. Alors, ou bien les entreprises ne sont pas prêtes, ou bien les technologies ne sont pas satisfaisantes, enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, donc, les raisons des échecs, l'étrange suggestion du Gartner. Moi, je pense que, alors le Gartner, vous connaissez, donc c'était un consultant américain qui nous parle, moi je trouve ça très bizarre, d'une séparation, d'un schisme entre, on va dire, les anciens de l'informatique et les nouveaux à qui on va confier, bien entendu, le soin de franchir le cap de la transformation numérique. Je trouve ça totalement irréaliste et complètement superficiel, parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les personnes parmi vous qui ont des responsabilités informatiques, vous le savez bien, c'est pas comme ça. C'est pas parce qu'il y a des gens qui arrivent avec peut-être une ouverture donc de vue peut-être un petit peu différente qu'ils vont tout résoudre du jour au lendemain. Ça n'est pas comme ça. Et je pense que là, le Gartner fait une erreur grave, hein, et il a entraîné donc un certain nombre d'entreprises
dans une voie qui, à mon sens, n'est pas bonne. Alors, cela dit, la transformation numérique, je pense qu'elle est utile, bien entendu, mais je crois qu'il ne faut pas la traiter comme ça. Et moi, je vais vous proposer, pourquoi pas, un cheminement vers lequel il faudrait peut-être s'orienter, avec en particulier une chose qui me paraît très importante, c'est le rôle de la direction générale dans le fait qu'elle va fixer donc des objectifs dès le départ des projets et ne pas laisser ça donc à l'initiative de l'informatique qui n'a pas décidé donc ce genre de choses. Alors moi je pense qu'il manque énormément de choses et que la véritable transformation numérique qui nous attend, elle n'est pas là. C'est un leurre, c'est une illusion. Ce sont des projets, mais ce n'est pas une véritable transformation. Par contre, il va y en avoir une, c'est-à-dire la transformation profonde des équipes informatiques avec l'arrivée du cloud, la transformation du directeur informatique plutôt en quelqu'un qui va commander des prestations éventuellement sur le cloud, donc un petit peu comme une centrale d'achat. J'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, mais c'est ça la vraie transformation. Aujourd'hui, vous avez 1000 personnes ou 100 personnes dans une direction informatique, demain, vous en aurez 20. Et donc, les 80 autres, les fonctions traitées par ces 80 autres seront ailleurs. Ça, c'est une transformation numérique. Et de toute façon, enfin, une transformation de l'entreprise et de son informatique. Et de toute façon, on nous présente la transformation numérique comme un progrès, mais ce n'est pas un progrès. D'abord, on va parler d'un progrès vertical par rapport à un progrès horizontal. C'est pas vrai. Quand on compare, par exemple, une bougie avec une lampe, la bougie, c'est un progrès. On a obtenu de la lumière. Une lampe, ce n'est qu'une évolution de quelque chose qui existait déjà. La lumière, elle est peut-être un petit peu plus forte, peut-être. Bon, mais ce n'est pas véritablement une révolution. Donc, il ne faut pas confondre progrès vertical avec un progrès horizontal. Alors, vous voyez, on va se dire les choses, et je vais les dire sans manque de bois. Alors, comme d'habitude, je vais recevoir quelques messages très, très, très aimables, hein, mais bon, après tout, on est là pour ça. Et si personne ne dit les choses comme il faudrait les dire, à mon avis, il manque quelque chose. Alors, je voudrais quand même préciser une chose pour commencer. Ce qui est quand même fou dans cette affaire, c'est que le marché donc de la transformation numérique, qui est à peu près aujourd'hui de 469 milliards donc, de dollars d'après donc Markets and Markets, va passer à 1009 milliards de dollars en 2025. Alors vous direz, ça peut paraître absolument hallucinant, hein, car on est quand même dans des projets informatiques, parce que ça représente, par exemple, pour se positionner, pratiquement la moitié de la dette, c'est vrai, abyssale de la France sur les marchés monétaires. Mais peut-être pour, on va dire, relativiser les choses, on peut aussi dire que c'est à peu près l'équivalent de la valorisation boursière d'Apple. C'est-à-dire que la valorisation boursière d'Apple représenterait la totalité des projets donc, en cours en 2025 fondés sur la transformation numérique. Ça permet quand même de se positionner donc, un tout petit peu. Alors, le monde numérique dans lequel nous vivons, ce que je veux dire, c'est quand même une opposition forte entre les générations. On a un peu tendance à l'oublier, mais il y a quand même des générations qui ne sont pas nécessairement nées avec 3 écouteurs dans les oreilles, vous voyez, et puis 4 tablettes. Non, il y a des gens qui, j'en connais même, qui ont du mal à se servir d'un téléphone à touche. Bien. Le monde dans lequel nous vivons, pour les tenants de la transformation numérique, nous imposerait, d'après eux, nous imposerait cette transformation. Pourquoi? Parce que c'est un monde qui est interconnecté. Tout est lié. On vit en ligne. Si on regarde le temps que nous passons maintenant sur Internet, dans une journée, ça commence à devenir, à mon sens, un tout petit peu inquiétant. Donc, on vit en ligne maintenant. C'est un monde qui est transparent et ouvert. Tout se sait, tout se compare, tout se juge maintenant. Et donc, on est ouvert au monde. Alors, ça n'a plus rien à voir avec ce que nous pratiquions avant. Ce monde numérique est extrêmement exigeant. Chaque prestataire sait ce que font les concurrents, de sorte qu'on ne peut plus se cacher derrière un discours marketing à la limite factice. Maintenant, on sait
plus ou moins avec bonheur et avec honnêteté. Mais on sait ce que vous faites. Si vous vous plantez aujourd'hui avec un client, ça va se savoir très vite. Alors qu'il y a quelques années, je me souviens des procès qu'avait IBM, on n'avait pas beaucoup d'informations sur ce qui se passait. Et pourtant, c'était des procès assez considérables. Je me souviens du procès avec Flammarion, par exemple. Bon, maintenant, tout se sait. Et on n'est plus du tout dans la même situation. Le monde numérique dans lequel nous vivons, c'est un monde de tribus, dans lequel donc, les consommateurs ont des comportements donc, de groupe, voire de meute, où chacun consomme de la même manière que les autres membres d'une tribu. D'ailleurs, ça correspond tout à fait à une attitude des jeunes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'appartenir à quelque chose. La casquette, ils la mettent à l'envers parce que les membres de leur groupe la mettent comme ça. C'est très caractéristique donc, du monde numérique. Mais c'est aussi un monde de défis, où la vérité et l'enthousiasme ne dépassent guère donc, les 24 heures. Vous pouvez très bien fonctionner pendant 24 heures ou 48 heures, et puis après, ça ne marche pas. Donc, c'est plus comme avant. Avant, on prenait le temps d'évaluer, vous voyez. Donc, maintenant, c'est plus comme ça. Tout va très, très vite. En plus, c'est un monde extrêmement instable. Et le changement est permanent. Et donc, vous achetez quelque chose, vous avez à peine appuyé sur la touche retour que déjà le produit que vous avez acheté est obsolète. J'exagère à peine. Bon, je vous ai dit, c'est aussi une question, donc c'est une opposition forte entre les générations. C'est un monde quand même très particulier. Alors, est-ce que la transformation numérique nous permettra de mieux s'adapter à ce monde? Incontestablement, oui, je suis bien d'accord. Mais ce que je refuse d'admettre, c'est que ce n'est pas une révolution. On nous présente ça comme une révolution, mais ce n'est pas vrai. C'est simplement une évolution tout à fait normale donc, de l'informatique. Alors, pourquoi est-ce que, pour moi, c'est le miroir aux alouettes, c'est donc une illusion. Je crois que la transformation numérique, c'est plus un engouement qu'une nécessité. C'est un concept marketing donc, qui fait vendre. Alors, c'est pour ça que les fournisseurs poussent, que les consultants poussent. C'est un énorme fromage. Les entreprises qui ne sont pas forcément très numérisées, qui n'ont pas beaucoup investi dans ces domaines, voient arriver les consultants qui leur décrivent un monde extraordinaire où ils vont être les Steve Jobs de demain. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Certainement pas. Donc, c'est un concept marketing que je crois totalement artificiel. D'ailleurs, je voudrais bien savoir ce qu'il y a en termes d'informatique de nouveau, de vraiment innovant dans les technologies mises en œuvre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Peut-être qu'il y en aura un jour, mais pour l'instant, il n'y en a pas. C'est un usage. La transformation numérique est fondée sur l'idée qu'on va utiliser donc, des technologies numériques. Bon. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que celles qu'on avait avant ne l'étaient pas numériques. Il y a une chose qui m'exaspère, c'est qu'on a un peu l'impression, et c'est d'ailleurs un peu à cause aussi du Gartner, on a un peu l'impression qu'avant, il y avait des vieux machins qui ne savaient pas travailler. D'ailleurs, on va vous montrer un petit peu comment c'était. Et puis aujourd'hui, on a des jeunes qui sont fantastiques. Je l'ai dit plusieurs fois, est-ce que les bits d'aujourd'hui sont en couleur? Est-ce qu'ils étaient en noir et blanc avant? Il faut quand même arrêter de plaisanter. Vous voyez. Alors, c'est vrai, c'est l'usage des technologies numériques, mais je crois surtout que la transformation numérique, c'est plutôt la conséquence d'une évolution qui, effectivement, est prodigieuse du point de vue des infrastructures Internet, mobiles, et c'est vrai qu'il y a donc entraîné une évolution et une explosion donc, des usages. Mais la transformation numérique, c'est une conséquence de l'utilisation de ces technologies qui existaient déjà avant. Et alors, quant au marketing, c'est absolument inadmissible. On a un peu vraiment l'impression maintenant que si vous ne lancez pas un projet donc, de transformation numérique, vous êtes le dernier des ringards. Quoi. Vous êtes un représentant du quaternaire glaciaire. Enfin, c'est complètement fou. Ça n'a aucun sens. Voire un marketing qui est extrêmement agressif. Et les dirigeants qui n'ont pas nécessairement la compréhension du détail de ces choses-là peuvent être influencés et vont peut-être vous dire « mais qu'est-ce que vous attendez? On est en retard, cher ami. » Mais non, on n'est pas en retard. On fait les choses au moment où il faut les faire. Bon. En tout cas, marketing outrancier. Par ailleurs, ça répond également, et c'est un petit peu comme ça que se positionne d'ailleurs le Gartner, aux promesses non tenues par l'informatique depuis 40 ans. L'informatique, malheureusement, a été beaucoup trop longtemps un domaine
privé, avec son langage, vous voyez. Et je dis que ce qu'on faisait auparavant n'a pas été mieux que ce que l'on ferait maintenant. Mais c'est vrai, on n'a pas toujours répondu aux attentes, on s'est trop refermé sur nous-mêmes. Ça, j'en suis absolument convaincu. Et on peut considérer que l'ouverture préconisée par la transformation numérique peut être un moyen donc de répondre à disons, à ces promesses non tenues. Alors, quand on regarde aussi, et ça c'est ce qui touche énormément les directeurs généraux, quand on regarde le comportement de l'informatique par rapport à son environnement, à la vie en général, quand on le compare à d'autres domaines de l'entreprise, eh bien, on n'est pas toujours gagnant. Je vais par exemple comparer avec la production. Il y a eu beaucoup de robotisation dans la production. On a franchi des paliers, pas toujours heureux d'ailleurs, mais on a franchi des paliers et on nous compare, nous, informatiques, souvent à ça en nous disant « vous n'avancez pas ». Donc, on va avancer vers quoi? Vers la transformation numérique, même si c'est creux, mais on va vers ça. Vous voyez, donc c'est ça, cette comparaison fait l'évolution fonctionnelle et on commence seulement maintenant à envisager, parce qu'on regarde ce qu'on a fait vraiment de nouveau depuis 40 ans, je veux dire, il y a 40 ans, on utilisait déjà des fichiers. Ils n'étaient peut-être pas des bases de données comme aujourd'hui, mais c'était des fichiers séquentiels indexés, et que je sache qu'on était quand même capable d'aller chercher une information dans un fichier. Bon, mais on est resté un petit peu fermé. Maintenant, il y a des choses qui arrivent. C'est vrai, il y a l'intelligence artificielle, il y a des choses comme ça. On commence, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment, enfin de mon point de vue en tout cas, on n'a pas véritablement innové quand on nous compare par rapport aux autres directions donc, de l'entreprise. Par ailleurs, on n'est pas bon partout. Les entreprises ont assez rarement donc, un positionnement homogène. Elles peuvent être bonnes dans la gestion de la production, mais peut-être moins bonnes dans le BI, par exemple dans l'analyse numérique. Vous voyez. Mais c'est rarement homogène. Pourquoi? Parce que l'offre n'est pas forcément non plus au même niveau. Et alors, un dernier point, moi, que je trouve absolument inadmissible, il faut avoir assisté à un comité exécutif d'entreprise. En général, c'est là où on va décider qu'on va se lancer dans un grand projet donc, de transformation numérique ou d'autre chose. La plupart du temps, alors que j'espère que parmi vous, il n'y en a pas qui participent à ce genre de réunion, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ce sont des discours creux, des traductions de ce qu'on a vu dans la presse. C'est une manière de bien se faire voir par rapport aux autres, par rapport au directeur général ou au président. Il se prend des décisions dans ces contextes qui sont sidérantes, hallucinantes. Et ensuite, c'est nous qui sommes donc des ouvriers qui devons mettre en œuvre ce genre de choses. J'avais eu l'occasion donc de parler des projets bancaires donc, qui touchaient à l'intelligence artificielle. C'était absolument irréalisable. Ou le big data, pareil. Alors, on a entendu parler du big data, donc il faut se précipiter sur le big data. Mais expliquez-moi d'abord comment je vais faire pour stocker des données. Ça, ils n'ont pas la moindre idée de ce genre de choses. Donc, il y a, à mon avis, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on part d'une manière inconsidérée dans des projets de transformation digitale, il y a des décisions qui sont prises dans des COMEX et qui sont totalement irréalistes. Complètement irréalistes. Bon, enfin, ce n'est pas le cas chez nous, évidemment. Je vous ai dit rien de nouveau, de mon point de vue, donc, dans la transformation numérique. Et j'ai évoqué tout à l'heure donc, le paradoxe de la bougie et de la lampe. Alors, le progrès vertical, c'est trouver quelque chose de nouveau. Vraiment quelque chose de nouveau. Le projet donc, horizontal, c'est améliorer ce qui existe. Le projet vertical, c'est donc la bougie, bien sûr, mais c'est la roue, c'est le feu. Projet horizontal, c'est la lampe, la voiture. Mais la voiture, en caricaturant un peu, bien évidemment, hein, c'est quand même 4 roues plus de la tôle au-dessus et un moteur. Je veux dire, c'est vrai qu'on peut contester ça. Ou la gazinière par rapport au feu. Sur le fond, sur la finalité, quel est l'apport d'une gazinière moderne avec 4 fours, enfin des trucs extraordinaires, pilotable à distance par mon téléphone, par rapport à un feu de bois fait dans un champ?
je veux dire, c'est toujours on n'a pas inventé quelque chose, on a simplement amélioré. Et je crois que c'est très applicable, à mon sens, dans la transformation numérique. Alors, la transformation numérique, pour moi, donc, est un progrès horizontal. On ne fait donc qu'intégrer des technologies qui existent déjà. Peut-être on va en accueillir d'autres, mais en gros, on accueille des technologies qui existent déjà. Il n'y a rien d'original dans l'approche, c'est simplement une prise de conscience que le traitement d'informations, donc sous toutes ses formes, peut apporter des services qui n'ont peut-être pas été explorés. Là, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. On n'a pas encore exploité donc toutes les possibilités de la mobilité, de l'interaction avec les propriétaires des mobiles, avec les capteurs maintenant. C'est vrai, mais des capteurs, on sait en faire depuis 60 ans. La transformation numérique, c'est simplement peut-être la prise de conscience du fait qu'on n'a pas été excellent jusqu'à maintenant et que peut-être on a été beaucoup trop traditionnaliste depuis 40 ans. Là, je serais plutôt d'accord. Alors, par contre, la transformation numérique, le jour où elle intégrera, si elle y arrive, des process d'intelligence artificielle, alors là, ça sera un progrès vertical parce que ça peut avoir des conséquences énormes sur la structuration de l'entreprise et sur sa façon de travailler. Ça va toucher l'intelligence artificielle, donc le comportement des individus. Ils ne vont plus travailler comme avant. Alors, ils vont toujours travailler, mais ce ne sera plus pareil. Et donc, on peut considérer que ça pourrait apporter donc une composante, on va dire, de transformation donc, numérique. Alors, je crois qu'il y aura une transformation numérique. D'abord, il y a des exemples qui sont réussis. Il ne faut quand même pas non plus dire que tout est noir. Mais je pense que ce sera une suite de projets qui vont s'étaler dans le temps, qui seront plus ou moins anticipés et bordés, comme ils se seraient déroulés sans faire appel à un néologisme dit de transformation digitale. Et donc, c'est à mon sens, donc rien de nouveau là-dedans, ce n'est que l'utilisation de choses que nous connaissons depuis. Alors, qu'est-ce que ça sera donc réellement la transformation numérique? D'abord, je vais vous le dire, ce n'est pas un projet, c'est une transformation, donc c'est une évolution naturelle. Donc, je pense que le véritable intérêt en fait, de ces projets-là, ça va être donc d'utiliser toutes les technologies modernes et innovantes qui pourraient nous servir. Alors, bien sûr, vous avez bien compris, c'est donc les mobiles, les usages nouveaux des mobiles, par exemple la traduction automatique, la gestion des prospects avec le lead management. Il y a quand même des choses qui sont quand même étonnantes aujourd'hui avec les mobiles, mais qui ne sont pas encore nécessairement intégrées dans les applications donc, de l'entreprise. Les capteurs, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, pour moi, c'est la 4e génération donc, de l'informatique. Ça, par contre, c'est une évolution énorme. Le jour où on aura intégré véritablement la notion de capteur dans l'entreprise, sur nous, et à l'intérieur, là, ça va être quelque chose d'assez fantastique. On ne fait que commencer dans ce domaine. Et je ne pense pas en appelant ça transformation numérique, ça ne changera grand-chose. Alors l'intelligence artificielle, bien entendu, mais il ne faut pas être pressé. Il y a des choses, en deep learning par exemple, en apprentissage automatique, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont être intéressantes, mais que l'on pourra intégrer dans des projets qui n'ont pas besoin d'être bornés par un label donc, dit de transformation numérique. La blockchain pourra être, à mon sens, et la gestion de la preuve en général dans tous les processus de dématérialisation. Je crois que c'est quelque chose qui va être très important, même s'il y a une forte opposition actuellement. Parce que ça répond à un véritable besoin. Par exemple, sur les contrats, la dématérialisation, là aussi j'ai eu l'occasion de le dire, n'est pas une réussite au niveau mondial. Ça ne marche pas très bien. Par contre, avec l'arrivée de la blockchain, et par exemple les contrats donc intelligents, avec des langages pour élaborer les contrats intelligents, là, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être, à mon sens, beaucoup plus intéressant. Bon, dématérialisation, donc gestion de la preuve, qu'on n'a jamais réussi à faire d'une manière générique. C'est toujours des accords de gré à gré entre fournisseurs et clients. On n'a pas très bien progressé. Et grâce à tout ça, c'est vrai, on pourrait faire des progrès. Gestion de contenu, donc les réseaux sociaux, avec tout le recul qu'il faut avoir par rapport à eux, pourrait nous amener donc éventuellement des possibilités intéressantes, mais je ne suis pas trop confiant sur ce sujet. Le big data, ça fait partie de l'arnaque du siècle. Le big data, c'est une plaisanterie douteuse, sous prétexte que, alors, beaucoup de données, donc on est plus intelligent. En fait, on prend des décisions plus pertinentes.
C'est pas vrai du tout. Je dis déjà, commençons déjà par essayer de les stocker quelque part. C'est déjà pas très simple. Comme big data, je ne parle plus de giga ou de téraoctets, mais cette fois-ci de péta ou d'hexaoctets. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Byte, bien entendu. Internet. Puisque maintenant on a un nouveau président américain, on a des chances que Internet ne soit pas privatisé. Donc évidemment, et ça restera le véhicule numéro 1 du futur. Et puis, bien sûr, tous les réseaux mobiles, réseaux à très haut débit, donc 5e génération, 6e génération, etc. Vous voyez? Donc, la transformation numérique, ça va être l'usage de tous ces machins-là, mais qu'on aurait très bien pu faire sans, vous voyez, sans appeler ça une transformation numérique. C'est une évolution tout à fait normale qu'aurait d'ailleurs pu parfaitement mener l'informatique traditionnelle. Alors aujourd'hui, je pense que pour certaines entreprises, c'est vrai que ça devient une nécessité. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont pris du retard, voire qui ne comprennent pas les technologies dites nouvelles, mais qui ne le sont pas vraiment. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en retard et qui pourraient peut-être prendre ce prétexte-là justement pour se lancer et donc faire quelque chose de plus pertinent. Je crois que pour les entreprises, c'est un moyen d'être présent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et très réactif, on dit donc réactif donc aux demandes des clients, aux événements. Et donc, voilà. Et c'est un moyen, tout ça, c'est vrai, ce sont des outils qui sont très pertinents. Mais moi, je pense qu'on les mettra en œuvre sans nécessairement les enrober dans une appellation de transformation numérique. Alors, pourquoi donc la grande illusion? Alors, moi, je donne un certain nombre j'en ai déjà donné quelques-uns, mais quelques arguments derrière tout ça. Pourquoi on s'est lancé à corps perdu dans des projets donc, de type transformation numérique? Pour beaucoup d'entreprises et beaucoup de dirigeants, on est au XXIe siècle. Donc, il faut vivre avec son temps. Et si on ne se lance pas dans des projets pharaoniques, il y a quelque chose qui ne va pas. On est au XXIe siècle. Je vous l'ai dit, c'est un énorme fromage marketing pour reformuler donc des offres qui existent déjà depuis bien longtemps. C'est le rêve des consultants qui tentent d'apparaître comme des novateurs. En général, ils ne le sont pas. Ils apprennent de vous et ensuite ils revendent une expérience apprise auprès de vous chez d'autres clients. Les patrons d'entreprise rêvent tous d'être les GAFAM de demain. Alors, on dit beaucoup de mal de Facebook, Amazon et compagnie, sauf que les patrons d'entreprise ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas eux aussi des GAFAM. Et ils disent, après tout, peut-être que je vais me lancer dans la transformation numérique et demain, je vais capter le monde entier. Ils ont tous envie d'être donc les Zuckerberg, les Jeff Bezos, voilà, tous. C'est une espèce de... Alors, on dirait que la presse a beaucoup joué pour inciter donc, ces gens-là à se comporter comme ça. C'est aussi pour beaucoup d'entreprises l'illusion de forcer le destin, de changer d'époque, le XXIe siècle, de s'approprier des nouveaux paradigmes de résilience, donc de réactivité et de proximité client. Ça fait quand même des années qu'on se bat pour essayer de comprendre les clients, mais on les comprend souvent avec retard, ne serait-ce que parce que les technologies de BI étaient souvent décalées à cause des data warehouses, des entrepôts qui n'étaient pas alimentés en temps réel. Donc, il y a un problème. Si là, on nous dit, maintenant, vous allez être en face avec vos clients en temps réel, alors, évidemment, ils signent tout de suite. C'est d'une des raisons. Maintenant, le fait d'y arriver, ce n'est pas forcément évident. La transformation numérique, c'est aussi un concept, ce que j'ai donc eu l'occasion de voir assez souvent, et qui apparaît à l'occasion des changements de directeur informatique. Alors, tout ce qu'a fait le précédent, c'est nul, évidemment. Il faut donc, parce que le DSI d'avant n'était pas bon, et on va voir ce que l'on va voir aujourd'hui avec la transformation numérique, et je vais lancer l'entreprise dans un plan de rétablissement numérique, et vous allez voir ce qu'on va voir. C'est souvent comme ça, histoire un petit peu de justifier. Mais ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas du tout vrai. D'ailleurs, ces nouveaux venus se rendent bien compte très rapidement qu'ils se doivent de tenir compte de l'informatique qui existe, ne serait-ce que pour alimenter les fichiers et des choses comme ça. Vous voyez, donc, mais c'est souvent comme ça. Donc, on change de DSI, donc on est parti sur des choses de délirantes. Pendant le temps, une période qui va durer peut-être 2, 3 mois, 6 mois, 1 an, pendant laquelle le nouveau DSI aura l'écoute de la direction générale. Après, il va retomber, il va faire partie aussi des directeurs informatiques qui ne sont pas bons. Vous voyez, et donc, ça arrive assez souvent, ça.
Donc, par ailleurs, il y a aussi le fait, ce que moi j'appelle l'effet Ibiza, c'est-à-dire que mon directeur général a été invité par IBM ou par Microsoft à un colloque sur la transformation numérique. Alors, ça s'est passé à Saint-Moritz ou à Ibiza. Alors, il y a eu 1 heure de discussion sur la transformation numérique, et mon directeur général, que je connais bien, donc a dormi pendant cette heure-là. Le reste du temps, 1 semaine, on a fait du ski ou on s'est baigné. Mais ils reviennent presque obligés d'être convaincus. Et donc, ils nous disent, bah, écoutez, il faut y aller, hein, puisqu'apparemment c'est le modernisme, puisque M. IBM a dit ça, ou M. Microsoft a dit ça, c'est quand même pas les premiers venus, donc nous devrions quand même suivre cette voie. Alors, cet effet Ibiza a causé des catastrophes épouvantables. Épouvantables. On s'est lancé dans des projets faramonesques qui n'avaient aucun sens. Par ailleurs, transformation numérique, on en parle partout. Moi, j'en parle aujourd'hui. Mais on en parle à la télévision, on en parle dans les revues. Donc, ça ne peut être que bon, s'ils en parlent. Et finalement, vous finissez par avoir une espèce de sentiment de frustration au bout de quelques temps. Vous vous dites, oh là là, je ne suis pas à la page. Et donc, on y va. C'est aussi, donc, pour beaucoup de responsables, donc, cette fois-ci informatiques, c'est la peur. La peur de ne pas prendre le train au bon moment. Parce qu'un jour ou l'autre, on va vous reprocher. Si vous n'avez pas fait ce qu'il fallait à un moment donné, on va vous dire, mais attendez, mais vous dormiez, vous étiez en vacances, vous aviez le Covid? Non. Et on va vous dire ça. Donc, c'est quand même très délicat. Hein. Donc, on a peur de ne pas prendre le bon train donc, au bon moment. Et finalement, à cause de ça, à cause de toutes ces mauvaises raisons, eh bien, les échecs sont nombreux, à la hauteur, c'est vrai, des illusions qu'on avait fait naître. Alors, je disais tout à l'heure que l'une des raisons qui nous amène donc à emprunter cette voie qui ne me paraît pas bonne, hein, c'est je parle le digital. Alors, évidemment, je suis un petit peu de mauvaise foi en disant ça, mais reconnaissez quand même que c'est un peu vrai. Hein. Le digital, maintenant, c'est devenu la langue qu'il faut parler. Alors, c'est un dialecte qui est truffé de mots qui viennent de la nouvelle économie. Alors, les jeunes générations, les X, font usage pour paraître à la page et se démarquer. Il y a des fois certaines discussions, je me demande si on parle encore en français. Même pas en anglais. Enfin, c'est vraiment complètement incroyable. Si on ne maîtrise pas le digital, le risque est grand, je vous l'ai dit, de passer pour un dernier représentant du quaternaire glaciaire. Alors aujourd'hui, vous voyez, on ne se fait plus sermonner, je n'ai pas voulu utiliser un autre mot, par son patron qui est mécontent de nos résultats, mais on affiche des KPI, donc des indicateurs de performance qui sont décevants. Alors on est dans la nouvelle technologie. Les financiers aujourd'hui ne s'intéressent plus à la nature des nouveaux clients, mais aux opérations de lead marketing qui, bien entendu, sont fondées sur des mobiles. Alors, on ne fait plus des reportages ou des campagnes commerciales, mais on fait donc du lead marketing. Hein, c'est ce qu'on vient de voir. Pour savoir, alors les financiers justement, donc s'intéressent plus donc à la nature des nouveaux clients et à ce qu'ils font, mais au CPA, au coût par acquisition. On s'éloigne de la réalité donc commerciale. Pour savoir si un produit plaît ou ne plaît pas, on ne lit pas le courrier des clients qui ne sont pas contents, mais on compte le nombre de likes ou de no-likes de Facebook. Quand on se lance à reculons dans une opération sur le net, on passe par ce qu'on appelle le SEO, c'est-à-dire Search Engine donc Optimization, donc de Google, et on se fait facturer au coût par clic. Comment voulez-vous faire comprendre ça à des générations qui sont nées pratiquement ou arrivées en 1981, enfin, ce n'est pas des vieilles générations ceux-là, mais disons, qui ont vu arriver donc, le PC en 1981. Alors, bien entendu, aujourd'hui, pour être résilient et donc réactif, il faut se faire aider par des bots, oui, donc des assistants qui vont scruter la toile pour nous. Si vous n'avez pas votre esclave à côté de vous, ben vous ne vous servez pas donc intelligemment donc des services numériques. Quant à informer les responsables de l'entreprise, aujourd'hui, quand on parle de digital, on ne saurait imaginer un rapport sans l'usage de beaux dashboards en couleur. Et oui, fini le temps où on s'exprimait avec une syntaxe française en faisant attention au complément d'objet direct. Maintenant, c'est plus du tout comme ça. Vous direz que les dashboards sont utiles, évidemment, mais on parle aujourd'hui de digital. Le digital, c'est devenu un paravent. Ça permet à certains de se cacher. C'est une langue dont je pense que le génie est proportionnel à l'incompréhension qu'elle génère. C'est forcément pertinent puisque je ne comprends pas. Vous voyez ?
La transformation numérique, de mon point de vue, c'est aussi ça. Et je parle digital, donc alors je vous l'ai mis ici, sur la droite. Peut-être que vous avez déjà vu ça. Un rapport d'activité d'un commercial d'une nouvelle génération. Alors, il apparaît donc clairement que la dernière campagne marketing donne des résultats inespérés. Alors, évidemment, vous avez reconnu donc des hiéroglyphes égyptiens, mais c'est un peu ça, vous savez, hein, une espèce de fuite en avant. On ne comprend plus très bien ce que l'on manipule. Autre point qui me paraît grave, hein, donc c'est l'immaturité donc de la transformation numérique. Alors, pour certaines technologies, évidemment, on maîtrise relativement bien. Technologie donc de mobile, je suis d'accord, ça permet d'avoir une réactivité et une immédiateté des opérations, un accès instantané aux clients, je suis d'accord. Et les réseaux d'aujourd'hui ne font plus obstacle donc à cette envie. Les capteurs, c'est pareil. Les capteurs, il y en a des millions aujourd'hui, des centaines de millions. Ça permet donc d'acquérir les données à la source. Bon, ça, on maîtrise assez bien. Le BI, admettons, on commence à faire maintenant des progrès, très bien. Mais dans les trois autres domaines que j'ai indiqués ici, la blockchain, le big data et l'intelligence artificielle, qui tous les domaines vont contribuer à l'espoir donc des utilisateurs que j'ai représenté par un néologisme que j'appelle Mars, du nom du dieu de la guerre. C'est-à-dire M pour maîtrise de la concurrence, hein, M maîtrise de la concurrence, A pour adaptabilité donc aux nouveaux défis, R pour réactivité, donc résilience et instantanéité, et S pour insuffler un nouveau souffle dans l'entreprise. Alors on se lance dans des nouvelles voies qui ne sont pas nécessairement suffisamment balisées. Et c'est le cas de la blockchain. Je suis convaincu que la blockchain arrivera à répondre aux besoins, ce qu'elle a dit, hein, j'en suis absolument certain, mais il ne faut pas être trop pressé. Et surtout, il ne faut pas vouloir chercher absolument à implémenter donc un projet de blockchain sur des projets qui ne le méritent pas ou qui ne sont pas adaptés. On l'a expliqué bien sûr sur l'intelligence artificielle et j'ai l'occasion très souvent, bien entendu, de rappeler donc que le big data n'est pas au niveau de maturité que l'on prétend qu'il a. Ce n'est pas vrai. En termes d'analyse, de volume très important, quand on veut vraiment faire des choses assez élaborées, par exemple de temps réel, je veux dire, Spark, Flink, des outils comme ça, les problèmes de qualité de données, je veux dire, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à faire. Donc, je crois que c'est un piège d'une maturité. Ce n'est pas parce qu'on en parle que la blockchain ou que l'intelligence artificielle sont des domaines que l'on maîtrise. C'est faux. Mais c'est un peu ce qui se passe. Donc, il faut y aller. Piège l'immaturité. Alors, l'étrange suggestion donc, du Gardner, alors quand je dis étrange parce que je suis poli, hein, c'est ce qu'ils appellent, eux, l'approche bimodale du développement ou la gestion de projet en général. Alors, pour eux, donc, il y a donc deux catégories de personnes. Alors, à gauche, vous avez ce qu'on appelle le mode 1, qui font de la gestion donc, de portefeuille de projets hein, et qui ont une approche de cycle de vie des projets qui sont des cycles au mieux en V et souvent en cascade. Peut-être qu'on a aussi de l'électricité chez nous. Bon, enfin, apparemment, le Gardner n'est pas d'accord. Alors, bien sûr, on utilise des vieux trucs, on fait du batch, on fait une mise en production qui est tout à fait traditionnelle. Voilà. Et bien entendu, nous ne sommes pas adaptés à la mise en œuvre de projets donc innovants et intelligents tels que ceux de la transformation numérique. Par contre, on fait venir donc des nouvelles équipes. Bon, vous voyez, et donc eux vont travailler avec des méthodes agiles. Je n'ai rien contre les méthodes agiles, mais elles ne sont pas réservées donc aux nouvelles ressources. On va utiliser donc des cycles, disons des cycles de vie, donc des projets très très réactifs, on va dire, hein, mais souvent d'ailleurs comparables avec le cycle en V. On va utiliser DevOps, des bonnes pratiques, enfin on va faire des choses qui sont très intéressantes. Et donc on va être à la page. Voilà. Alors ça, c'est la grande idée du Gardner, et je crois que c'est une catastrophe, parce que les projets de transformation numérique ne peuvent être que des évolutions, hein, uniquement des évolutions de ce qui existe déjà. Alors, on peut introduire, bien évidemment, des nouvelles ressources qui vont nous donner des idées, je ne dis pas le contraire, mais il n'y aura pas d'obligation. Et surtout, il ne faut pas faire de séparation. Vous savez, ce qu'on appelle le shadow IT, c'est-à-dire deux informatiques dans une entreprise, c'est n'importe quoi.
Ça crée des problèmes entre les personnes de l'informatique, et puis ça ne fait pas avancer donc les projets pour autant. Ça, je crois que ce que je vais donc appeler l'étrange suggestion du Gartner contribue à cette soi-disant vérité qu'il faut se lancer sur des projets de transformation numérique, mais avec des équipes qui comprennent ce qu'il en est. Je trouve ça choquant et vexant, et surtout très injuste pour les anciennes équipes. Bon. Alors, je vais donner la parole à l'opposition, bien entendu, hein, on en est là. Hein. Moi, ce que je fais aujourd'hui donc, par rapport à la transformation numérique, c'est un constat qui est extrêmement négatif. Les entreprises ne sont pas prêtes. D'ailleurs, ça explique pourquoi 70%, je vous dis, se sont plantés. Souvent, les entreprises, bien qu'elles en parlent, ne maîtrisent pas les technologies. Même des technologies mobiles. Hein, par exemple, les aspects sécurité sur la mobilité sont des choses qui sont pas correctement traitées. Elles ne maîtrisent pas, ou tout au moins pas suffisamment les technologies. Elles ne se sont pas, en plus, ce qui en paraît encore beaucoup plus grave, réorganisées en fonction de cette transformation numérique. Vous allez voir, dans le schéma que je vous propose, la première chose que je vous suggère, c'est justement de donner la parole au directeur général pour se préparer, se transformer du point de vue de l'organisation. Pas la peine de mettre un machin qui va être novateur progressivement sans que l'on se soit préparé à ça. Bon. Donc, elles ne se sont pas réorganisées en vue de cette transformation. Elles doivent tenir compte, les équipes qui se lancent là-dedans, des ressources qui existent déjà dans l'entreprise et même à l'informatique, des ressources vieillissantes ou qui se sont un petit peu endormies. C'est naturel, c'est humain. Il faut en tenir compte, on ne va pas tous les tuer quand même, on ne va pas tous les mettre dehors. Bon, donc, c'est la vérité. On doit tenir compte de ça. Les entreprises, souvent, ne sont pas préparées à une telle rupture. Parce que, contrairement à ce que dit la pensée unique, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'informatique, au fond, n'a pas véritablement évolué donc, depuis des années sur les principes. Ne serait-ce que, regardez, l'architecture d'un ordinateur, c'est celui des années 48, 45. C'est toujours le modèle von Neumann, avec une mémoire, des entrées-sorties et puis une unité de traitement. Bon, peut-être que les machines quantiques vont changer quelque chose, mais en tout cas, le jour où elles marcheront, ce qui n'est pas pour demain. Et donc, voilà, mais sinon, c'est quelque chose de très, très traditionnel. Bon. L'informatique, contrairement à ce qu'on veut nous dire, c'est un milieu très conservateur, dans tous ses aspects, y compris, par exemple, avec les développeurs, qui bien souvent répètent N fois ce qu'ils ont déjà réalisé. Donc, très conservateur. Souvent, à l'intérieur de nos équipes informatiques, on s'est grisé de mots. Et on s'est lancé sur des choses, des fois, donc, mais sans en mesurer les conséquences. On a donné la primeur aux mots, mais pas forcément en réalité. C'est arrivé bien souvent. Alors, lorsque vous arrivez avec des nouveaux projets de type transformation numérique, évidemment, ce n'est pas compatible. Et puis alors, la fameuse disruption. Vous savez, la disruption, c'est ce nouveau terme aujourd'hui, lorsqu'une technologie entraîne une mutation profonde de l'environnement dans lequel elle se trouve. Alors, on dit un état disruptif ou disruption. Finalement, la disruption a rarement été au rendez-vous. On a travaillé un peu mieux, on a mieux facturé les clients plus rapidement, on leur a envoyé plus facilement des peut-être, mais il n'y a pas eu de disruption. C'est pas vrai, ou alors très rarement. Alors, face à la transformation numérique, on va dire qu'il y a eu 4 familles d'entreprises. Alors, je reprends donc la découpe de George Westerman, qui est un chercheur qui travaille donc au MIT. Lui, il parle donc des entreprises qui sont les maîtres du digital, celles qui se sont adaptées aux opportunités depuis très longtemps. Alors, il y en a 7% dans l'industrie pharmaceutique, 38% dans les hautes technologies. Ça veut dire qu'il y en a dans l'industrie pharmaceutique, ça veut dire qu'il y a 93% d'entreprises qui ne sont pas très, très à l'aise avec les technologies numériques. Bon, 38% pour les hautes technologies. Alors, il parle également donc des débutants, alors qui démarrent souvent d'époque pour se faire la main, mais qui après, n'y vont pas trop, hein, ça ralentit. Il parle également des conservateurs, entreprises donc conservatrices, qui discernent des opportunités, mais par lourdeur interne et manque de créativité, elles ne font rien, et bien sûr, soit elles font faillite, soit elles ont des pertes de parts de marché. Et puis, il parle également des fashionistas. Alors, eux, ils font semblant donc de se transformer, mais au fond, ne touchent à rien d'essentiel. Et globalement,
plus de 60% des entreprises n'ont encore rien entrepris de concret. Alors, dites-moi où est l'erreur. On ne parle que de ça, et pourtant, il y a plus de 60% d'entreprises qui ne se sont pas lancées dessus. Alors, c'est vrai que la transformation digitale, je vous l'ai dit, moi, elle peut être utile. Alors, j'ai pris ici quelques motivations intéressantes. Comment mieux vendre, comment booster donc l'activité de vente sans qu'il y ait des psychodrames, on va dire de concurrence interne. Comment améliorer donc les circuits, mettons, de réapprovisionnement. Est-ce qu'il faut revoir les process de fabrication à l'origine, à l'aune, on va dire, de techniques numériques. Ça permettra de mieux connaître les clients. Je ne dis pas le contraire. Effectivement, il y a des motivations, mais on ne va pas justifier ce terme ou ces termes de transformation numérique par ça. Ça, on peut très bien le traiter progressivement dans un schéma directeur. Tout, on ne voit pas la différence qu'il y a entre un schéma directeur et la transformation numérique. Schéma directeur, on prévoit simplement ce que l'on va réaliser. Ben là, c'est exactement pareil. Cela dit, donc c'est vrai, il y a incontestablement des besoins. Quels sont les impacts donc, de la transformation digitale, transformation numérique? Là, j'ai repris donc l'étude qui a été menée par Coleman Parks, donc, qui est basée sur 14 indicateurs, mais moi aussi j'utilise ces indicateurs, qui mesurent l'impact de la transformation numérique en termes d'agilité d'entreprise, de croissance, d'adéquation à répondre efficacement aux demandes des clients et de rentabilité. Mais ce n'est pas nécessairement à faire d'un seul coup. Disons, l'ensemble des projets qui impacteraient, donc, qui seraient dans la transformation numérique, on les mesure sur ces critères-là. Alors, quelques chiffres globaux. D'après Parks, donc 74% d'amélioration de l'expérience utilisateur. En gros, les usagers sont contents. Bon. 33% pour les entreprises qui ont réalisé. 33% de réduction du temps de mise sur le marché des produits et services. Ça, effectivement, c'est intéressant. Et c'est vrai que les technologies mobiles et capteurs sont réellement faites pour ça. 37% d'augmentation des revenus. Là, ça peut parler au directeur financier ou à la directrice financière. C'est dans les télécoms, les banques et la distribution que ces gains sont les plus évidents, sans d'ailleurs qu'il y ait de gros écarts entre les différents pays. Alors, l'étude montre que la transformation numérique, elle est essentiellement une affaire de nouvelles pratiques et de mise en œuvre par l'entreprise, plus qu'une question de technologie confiée à des technophiles. C'est bien ça la différence que je voudrais marquer. Alors, quelques exemples, parce que je vous dis, je ne veux pas être complètement négatif, exemples donc, de solutions qui ont été mises en œuvre. Alors, ce sont des exemples qui sont bien connus. J'ai pris le cas de Starbucks, donc, qui exploite des réseaux sociaux pour établir sa notoriété. Bon. Mais Starbucks n'a jamais prétendu d'ailleurs se lancer dans un projet de transformation numérique. Simplement, elle utilise on va dire, des éléments, des artefacts qui existent dans le monde numérique. Alors, il se fonde Starbucks sur 54 millions donc, de fans sur Facebook, 3 millions sur Instagram, 7 millions sur Twitter et 500 000 sur LinkedIn. Alors, avec ce tissu très important donc, de followers, Starbucks a pu mettre en œuvre une base de contacts de clients qui bougent, qu'on peut comprendre, qu'on peut analyser, qui lui permet de s'adapter à la demande, ça c'est vrai, de corriger donc les erreurs stratégiques et proposer les produits que les gens attendent réellement. Et en plus, pour être plus près encore de ses clients, Starbucks a installé donc, des réseaux Wi-Fi et Wi-Fi donc, dans chacune de ses boutiques. On peut également citer le cas de Disney, qui lui prétend aussi devoir beaucoup à ces opérations. Disney qui était en perte de vitesse en termes de satisfaction client. Donc son patron Bob Iger, donc, qui est son CEO, donc, a lancé donc, un plan d'1 milliard de dollars Magic Plus pour booster donc, l'expérience des visiteurs. Donc, plein de choses, on est tout à fait donc, dans cette mouvance. McCormick et compagnie, qui est un spécialiste du goût, lui aussi s'est lancé là-dedans de manière à faire en sorte que se transformer en conseil de diététique pour suggérer des recettes optimales personnalisées et se comporter en assistant dans la cuisine des consommateurs. Je pourrais vous en donner plein d'autres, mais c'est vrai que quand c'est fait, disons correctement, ça peut répondre. C'est l'approche, moi, que je réfute et que je conteste. Alors voilà ce que je vous propose. Sur ce schéma, vous avez, à mon sens, ce qu'il faut faire, sans parler de formation nécessairement d'ailleurs de transformation numérique, c'est une succession donc de projets. Pour moi, la transformation numérique, ce n'est pas un but, ce n'est pas une destination, ce n'est pas un projet, c'est un voyage.
Un voyage qui va m'amener progressivement au nirvana d'un paradis numérique. Ça, c'est vrai. Alors, si je devais lancer demain matin, voilà quelles seraient donc les recommandations que je ferais. D'abord, on se met en bas. La première chose que je ferais, c'est demander à la direction générale, au management, ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils veulent se séparer de personnel? Est-ce qu'ils veulent améliorer l'outil de travail? Est-ce qu'ils veulent orienter leur système d'information vers des clients? Vous voyez, donc, monsieur ou madame le directeur, directrice générale, dites-moi ce que vous voulez faire. En général, ils ne sont pas très bavards, hein, parce que surtout quand il s'agit de parler de personnel, bon, là, on évite un peu le sujet. Mais il faut qu'ils le fassent. On ne se lance pas sur un projet de transformation numérique ou requalifier si on n'a pas ça. Ensuite, eh bien, il y a au moins deux phases importantes qu'il faut mener en amont avant de se lancer dans les projets eux-mêmes. La première chose, c'est le directeur informatique en bas qui va commencer par regarder les données auxquelles il a accès, il va faire un inventaire et il va se préoccuper donc de qualité de données. Ce n'est pas la peine de monter des machins aussi sophistiqués si la qualité n'est pas assurée. Il va donc s'assurer, il va regarder quel est l'état et l'architecture de ces applications. Là, on commençait par faire un état des lieux, mais précis. Il y a à peu près les 2/3 des entreprises, des grosses entreprises, qui n'ont pas une cartographie claire, précise et non ambiguë des applications qui fonctionnent. C'est quand même incroyable. Bien. Au niveau plus élevé, à partir du moment où je vais avoir une équipe qui va travailler pour, on va dire, pour mettre en place des technologies qui, elles, sont numériques, qui vont permettre d'avancer, de faire avancer donc l'entreprise. Donc, j'aurai une équipe de TN, qui est une transformation numérique, qui va s'occuper de ça. On va évidemment en permanence faire une recherche, une veille pour s'assurer qu'on utilise bien les bons outils. Et donc, j'établis une feuille de route sur 5 ans, 10 ans peut-être, modifiable bien entendu avec l'arrivée des nouvelles technologies qui arriveront après, hein, qu'on ne connaît pas encore. Et donc, j'établis vraiment ma base. Et ensuite, je vais lancer des projets donc certains en parallèle, d'autres en séquence, des projets qui vont tous contribuer, on va dire, à mon milieu numérique, à mon entreprise numérique. Alors, on va trouver la messagerie avec les courriels, et puis la messagerie instantanée, tout ce qui est réunion vidéo, ce que nous faisons aujourd'hui, avec les équipements qui permettent de le faire, l'intégration de ces moyens de communication dans les applications. On va s'intéresser à l'exposition web de l'entreprise, avec une charte peut-être graphique, une charte de sécurité, l'intégration, donc la refonte des sites. Bien entendu, on pourrait avoir un projet de knowledge management, c'est-à-dire l'inventaire des données, vous voyez, les métamodèles pour décrire les données, de manière à mettre à la disposition des usagers les informations, les documents qui existent dans l'entreprise. Ça existe depuis longtemps, mais ça n'a pas été facile à mettre en place. On peut l'imaginer. On peut imaginer une phase de BI avec des data lakes, avec du temps réel. On peut imaginer une phase de dématérialisation avec le périmètre sur lequel va travailler la dématérialisation et les preuves, des transformations bien sûr d'applications. Et ensuite, l'aide que peut apporter l'intelligence artificielle avec beaucoup de points de suspension, avec le machine learning, les réseaux neuronaux et puis le deep learning. Et puis peut-être, quand le jour on arrivera à maîtriser correctement le big data, peut-être l'intégration plus pertinente dans les applications. Et ça sera une succession qui va constituer un ensemble de projets numériques et qui peut-être au final vont transformer numériquement l'entreprise, mais sans que ça ait ce côté révolutionnaire qu'on veut absolument lui donner. En parallèle, je monte, mettons ici, j'en ai mis 5, je me préoccupe dès le départ de la réorganisation interne de l'entreprise. Il y aura un avant-Covid et un après-Covid, donc ça veut dire qu'on va travailler en partie en télétravail, ça va jouer beaucoup. On aura peut-être en permanence une préoccupation de respect des réglementations. On aura en permanence et tout le long de ces projets, on fera en sorte d'accompagner le métier des changements qu'on va lui imposer. On va bien entendu assurer la formation et vous verrez que de plus en plus, il y aura donc une composante, on va dire, de sobriété numérique. Parce que se lancer dans une transformation dite numérique ne veut pas dire pour autant qu'on va avoir 18 tablettes chacun.
Au contraire, c'est le moment, à mon avis, privilégié pour se poser la question de l'utilité de nos machines, du renouvellement des machines, de ce qu'on appellera donc la sobriété numérique. Bon, et puis il y a d'autres. Hein. Voilà. Bon, à mon avis, donc peut-être qu'un jour, on finira par aboutir au paradis numérique. Mais n'appelons pas ça transformation numérique. Appelons ça succession de projets qui vont contribuer à améliorer et à assurer la maturité numérique donc, de l'entreprise. Alors, je vous ai dit que 70% donc, des projets de transformation numérique échouent. On peut voir pourquoi. Alors, j'ai pris les chiffres d'une enquête qui a été faite par Fujitsu, l'enquête PACT. Hein. Alors, les raisons, c'est manque de compétences, souvent d'ailleurs à cause du découpage tel que l'imagine le Gartner. Je suis un peu méchant en disant ça. Des projets qui étaient déconnectés de la réalité d'entreprise, qui visaient l'absolu, sans lien avec les vrais besoins. On s'est fait plaisir. Enfin, les dirigeants se sont fait plaisir. Du numérique à tout prix sans savoir pourquoi. Il faut faire du numérique, sinon on est des abrutis. Hein. Des partenariats qui se sont révélés décevants. Les compagnies expertes, soi-disant expertes, des startups hyper intelligentes, mais beaucoup trop fragiles, et il y a eu beaucoup de problèmes. Donc, des partenariats décevants. Le constat est qu'il ne faut pas faire confiance aux intervenants sans garantie, car ce n'est pas eux qui payent. On l'a vu très souvent. Une visibilité insuffisante sur les technologies mises en œuvre ou espérées. Je ne savais pas très bien où on allait, parce que peut-être que les dirigeants n'avaient pas précisé suffisamment donc, ce qu'il fallait faire. Manque de soutien donc, du management qui craignait avec tout ça une perte de pouvoir, et ça arrive beaucoup plus souvent que vous pouvez l'imaginer. Des promesses qui n'ont pas été tenues hein, dans des projets équivalents menés par d'autres entreprises proches du métier. Hein. Des coûts qui se sont révélés démesurés, ça a été la fuite en avant, incroyable, c'est vrai. Une façade sécuritaire qui s'est avérée inexistante. Et puis, je vous dis, négligence des anciens systèmes qui ont été ignorés et pourtant avec lesquels il faudrait cohabiter. Le mouvement brownien n'avait pas été envisagé. Or, on sait très bien que numérique, transformation numérique, génie numérique, tout ce que vous voudrez, il y a quand même 20% de budget à investir dans les liens avec les anciennes applications, les anciennes avec les nouvelles, pendant un temps que l'on espérera court, mais qui s'avère en général long. Et ça a été ignoré. Alors, le symbole de l'échec, parce que vous en avez tout un tas, hein, j'ai pris l'exemple donc, du projet donc, Predix donc, de General Electric. Ils ont mis 6 ans à développer, 4 milliards de dollars de dépensés, et la plateforme n'est pas prête. Alors, le CEO donc, du groupe qui s'appelle Jeff Immelt a été débarqué, a été viré. Son successeur a donné 2 mois au projet pour aboutir. Je vous donne le pronostic, impossible, sauf à revoir le périmètre du projet, l'appeler autrement. Vous voyez, voilà, c'est impossible. Et General Electric, c'est quand même pas les plus mauvais, hein, donc ils se sont fait également avoir. Alors, je vais terminer par ça. Moi, je vous ai dit, la vraie transformation numérique, elle n'est pas dans ce... Enfin, c'est intéressant hein, d'utiliser ces technologies numériques. La vraie transformation, elle va être dans la structure de notre service informatique. Vous voyez, c'est l'organisation de l'informatique. Vous voyez, il y aura demain, c'est ce que montre ce schéma, on aura donc l'informatique utilisera des clouds privés, hébergés à l'extérieur, des clouds privés internes, des services, plusieurs clouds publics qui seront donc des clouds hybrides, des tas d'applications multitenants donc partagées entre plusieurs utilisateurs qui seront ailleurs. Donc, on aura beaucoup de tout ça. Et il nous restera également un certain nombre on va dire, de ressources qui seront donc dans nos centres de calcul. Et je prédis qu'il y aura à peu près, disons qu'il ne restera que 20 à 50% des équipes. C'est ça la transformation, la véritable transformation. Disons, le véritable chamboulement. Vous voyez, et on est très très loin des clichés M1 et M2 donc du Gartner. La véritable transformation, c'est cette redistribution donc, des ressources, et la réadaptation, et finalement, le fait que l'informatique va rentrer dans le rang. Ça a été une direction privilégiée, enviée, maintenant elle rentre dans le rang. Vous voyez, c'est peut-être pas prestigieux, ça sera moins prestigieux demain, mais à mon sens, ce sera comme ça. Je crois que c'est ça qui était vraiment important. Vous voyez, je ne nie pas l'intérêt donc, de toutes ces technologies numériques, mais la plupart du temps, d'ailleurs, elles seront portées par des prestataires qui seront dans le cloud, que ce soit l'intelligence artificielle, la blockchain, les technologies mobiles, hein, les mobiles maintenant de plus en plus gérés donc, sur le cloud. Qu'est-ce qui va nous rester?
pas grand-chose. Alors évidemment, les dirigeants aujourd'hui sont assez relativement peu bavards pour parler de tout ça, hein, parce que ce sont des sujets qui fassent et ils ne veulent pas qu'on puisse les accuser demain d'avoir entraîné donc, le départ d'un nombre important donc, de personnes. Mais le vrai courage, il est là. Il n'est pas dans utiliser ou pas donc, des technologies de type mobile. Oui, le courage, il est là. Parce qu'il faut se préparer maintenant. Où sont les ressources humaines? Où sont les dirigeants? À chaque fois qu'on parle de ça, on leur dit, bon, très bien, on va utiliser des technologies d'intelligence artificielle. C'est parti, parce qu'on en a entendu parler. Mais ça aura quoi comme conséquence sur l'usage des gens? Je ne dis pas que ça va les remplacer, mais quel sera le lien entre ces nouveaux services, disons, d'intelligence artificielle avec les gens? Est-ce qu'on va les simuler? Est-ce qu'on va... Oui, et ça, il faut en parler avant de se retrouver devant l'obstacle. Voilà. Enfin, c'est surtout, moi, à mon avis, c'est ça. Le véritable courage numérique, on pourrait parler de courage numérique, c'est celui de la transformation profonde des équipes informatiques qui va avoir lieu dans les années à venir. Écoutez, il y a juste une heure, donc vous voyez, j'ai tenu donc mes délais. Je vous attends également, je voulais vous dire que la semaine prochaine, donc, on va parler, donc, je vais vous présenter un panorama global de toutes les architectures qui existent aujourd'hui dans les systèmes d'information. Un panorama complet, les réseaux, les machines, etc. Le 23 décembre, un petit peu avant Noël, donc on regardera comment on se comportera donc en 2070. On commencera un peu à vieillir, mais bon, très bien. Et puis, je vous attends aussi le 8 janvier 2021. J'espère que les flux des fêtes seront passés. Je vous présenterai quelque chose contre la pensée unique. C'est mon grand dada, ça. J'en ai assez qu'on nous impose tout le temps donc, des idées toutes faites, et je vais vous montrer tout ce qu'on nous impose et qui est faux. En attendant, chers amis, j'espère que ce que je vous ai dit ne vous a pas trop choqué, évidemment. Je suis à votre disposition pour en parler. Cette présentation sera donc disponible demain après-midi sur notre site. Laissez-moi vous dire tout le plaisir que j'ai eu, encore une fois, d'être avec vous. Merci infiniment donc, pour votre attention et à très bientôt, en tout cas, je l'espère.